Inférieurs, la Ligue sénégalaise vend-elle vraiment son produit? Nous avons posé la question aux principaux acteurs. Et puis en Europe, on connaît les deux derniers champions, le PSG en France, le Barça en Espagne. Mais tous les Sénégalais ont été séduits ce week-end par, bien sûr, l'exploit réalisé par Sadio Mané. Un triplé en 2 minutes 56 secondes, du jamais vu en Première Ligue. Alors que tout le monde parle du recul du football italien sur l'échiquier mondial, la Juve s'ouvre les portes d'une finale de Ligue des Champions. Après un 4e scudetto consécutif, la Juve en lice pour un triplé. Idrissa Sané, journaliste vivant en Italie, nous donnera les recettes de la vieille dame. Et puis en NBA, on connaît déjà les deux affiches des finales. À l'Est, Cleveland affrontera Atlanta et à l'Ouest, Houston en découdra avec Golden State. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Cleveland a plié la... Lamine Boub, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Malal. Président, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Saliou. Bonsoir, Manfato. Bonsoir, Malal. Bonsoir, coach. Voilà, et donc pour terminer, bien sûr, bonsoir, Malal. Bonsoir, Manfato, au président Saliou et à Lamine Boub également. Alors, essentiellement, vous l'aurez compris, du foot ce soir dans votre mag, mais messieurs les invités, permettez-nous d'abord de parler de basket pour démarrer, Malal Junior. Le basketball avec les Lions du Sénégal qui ont rejoint la capitale de la Roumanie, Bucarest, pour poursuivre la préparation en direction des Jeux africains. Les Lions participent à un tournoi donc du 15 et ce jusqu'au 21, mais de retour en équipe nationale, Mame Jojo Diouf et Aya Traoré ont dit toute leur joie de revenir dans la sélection après une année d'absence. Donc c'était au micro de Pape Cheikh Diack et Aboubacar Kamara. Au stade Marius Ndiaye, le moment est aux grandes retrouvailles. La meneuse des Lions, Mame Jojo Diouf, et la capitaine Aya Traoré, toutes deux absentes des parquets depuis au moins un an, sont de retour. Moustapha Gueye mise sur elles. Leur expérience et leur talent ont joué en faveur de leur rappel par le coach de l'équipe nationale féminine. Blessée au genou lors de l'Afrobasket 2013 à Maputo, ensuite virée par son club suisse, la meneuse des Lions était rentrée en conflit avec les membres du CNBS à la suite de l'envoi de faux documents justifiant sa rééducation en Italie. 2 ans après ce douloureux épisode, l'ancienne joueuse du Dakar Université Club réintègre la tanière. Oui, c'est toujours un honneur de venir de retrouver les couleurs du Sénégal. Pour le moment, ça se passe super bien. On se retrouve, il y a une bonne ambiance, donc ça me fait énormément plaisir de retrouver. C'est un peu dur, mais bon, voilà, on essaie d'écouter les consignes du coach et puis de travailler dur parce qu'on sait que ce ne sera pas facile. Donc voilà, on retrouve petit à petit et ça se passe très bien. Même son de cloche pour la capitaine Aya Traoré, éloignée des parquets depuis l'Afrobasket 2013. Aya prépare son 4e Afrobasket avec les Lions. En ce moment sans club, la championne d'Afrique 2009 compte pourtant apporter son expérience. S'intégrer dans son système de jeu qui est différent. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose qu'on a démarré à temps. Et voilà, donc toutes les joueuses sont là. Tout en apportant son expérience et tout ce qu'on peut faire pour aider le groupe à éventuellement gagner. Les Lions ont quitté Dakar ce samedi pour le tournoi de Roumanie prévu du 20 au 24 mai. Une mise en jambe avant les Jeux africains et l'Afrobasket 2015 au Cameroun. Voilà, Afrobasket prévu fin septembre, début octobre. Et bien sûr, les Lions ont quelques mois pour affûter leurs conditions physiques. Alors, on va parler tout de suite également du beau spectacle qui contraste donc avec la Ligue 1 sénégalaise. Encore une fois de plus à Guédiawaye, les démons de la violence ont surgi à l'occasion de la rencontre qui opposait Guédiawaye Football Club à l'AS Pikine. Match qui s'est soldé par la victoire de Guédiawaye sur la marque d'1-0. Il y a eu des incidents, il y a eu beaucoup de problèmes devant Pape Farning et Mardia. Guédiawaye Pikine, un match sous haute frisson. Comme à l'aller, des scènes de violence ont émaillé la rencontre. Un joueur de l'AS Pikine tabassé par les forces de l'ordre, un dirigeant arrêté, suffisant pour faire sortir le staff de ses gongs. Il faut parler du comportement du service d'ordre. Quand même, moi, j'ai été meurtri de voir un joueur qui a joué 90 minutes avec son maillot, voir un gémi avec son liffla qui le frappe à bout portant. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous sommes dans un terrain de football. Et à chaque fois qu'on note des écarts dans les stades, ça vient du service d'ordre, généralement. Mais il faut amener des gens conscients. Ce n'est pas le résultat. L'AS Pikine est battue aujourd'hui, peut-être même qu'elle sera battue demain ou après-demain.
ça c'est dans la logique des choses. Même si les gens évoquent des problèmes d'arbitrage, ça c'est dans le football, même à un niveau le plus élevé. Et l'affaire ne va pas rester comme ça. Nous allons chercher les images et nous allons porter plainte parce que nous estimons que c'est extrêmement grave. Pourtant, le match était très disputé entre les deux formations avec des occasions franches du côté de l'AS Pikine. Le tournant du match, le penalty à la 75e minute très contesté, est transformé par Igo Wachoukou pour Malick Diop, entraîneur de Guédiawaye. Rien n'est encore joué. 3 points nous donnent 6 points d'avance sur notre adversaire du jour. Donc c'est pour ça que je dis sur le plan sportif, nous avons réussi à atteindre nos objectifs. Organiser, bien défendre et se projeter vers l'avant quand on le pouvait. C'est ce qu'on a réussi à faire et aujourd'hui je suis content que pour les garçons et pour le club. Guédiawaye Football Club a confirmé sa suprématie cette saison devant l'AS Pikine. Avec cette victoire, Guédiawaye largue Pikine a su longueur derrière et au début de la rencontre, il y avait beaucoup de fair play. Le coup d'envoi fictif a été donné par le père du feu Ibrahima Nyingue, le supporter de Guédiawaye Football Club qui avait succombé à ses blessures lors des incidents du match aller. Voilà, donc des incidents, malheureusement, c'est le lot quotidien, notamment dans ces derbys de la banlieue. Il faut croire, Lamine, que les sanctions données par la Ligue sénégalaise récemment n'ont pas été coercitives pour voir encore des situations, même si là, quand même, il y a un troisième acteur qui intervient, à savoir les forces de l'ordre. Oui, moi, ce qui m'a le plus heurté, c'est par rapport au coup d'envoi. On voit nettement que c'était par rapport à un incident. Un garçon qui perd la vie par rapport à cet incident. Il y a son père qui vient donner le coup d'envoi. Ça aurait dû motiver les gens à être calmes et à jouer dans la sérénité. Mais ce n'est pas le cas. Donc il fallait pas le faire. Alors dans ce cas. Maintenant, les services d'ordre, moi, je n'étais pas au stade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas trop en parler. Mais il est temps. Il est temps que la Ligue professionnelle prenne des sanctions pures. Quitte à même disqualifier une équipe par rapport à des violences. Parce que ce n'est pas la première fois. Si ce n'est pas à Guédiawaye, à Pikine, c'est soit dans un autre stade, soit dans un... Et tout le temps, c'est des sanctions qui arrivent à être après enlevées. Et ça ne motive pas. Il faudrait que les équipes se sentent menacées. Il faudrait que les supporters se sentent menacés. Mais à chaque fois qu'on va au stade, il y a un grand match, on a peur. Parce qu'il y a des incidents qui vont arriver. Moi, je pense que les spectateurs vont devoir rester chez eux. Et déjà, moi, je dis que la télé est en train de beaucoup gâcher par rapport au championnat sénégalais. Maintenant, si c'est les incidents qui arrivent, je pense que les gens vont rester pour regarder la Alors, télé. Saliou Samb, vous êtes président de club, donc particulièrement et directement concerné justement par ces faits, parfois des violences. Est-ce qu'à Hambourg, il y en a aussi souvent, par exemple, qu'à Dakar ? Vous savez, moi je pense que par rapport à la violence, je vais avoir une attitude qui est plus mitigée. Je veux dire par là que je préfère être positif. À savoir que les présidents de clubs font beaucoup d'efforts. La Ligue fait beaucoup d'efforts pour essayer d'enrayer c'est un fléau. Ce sera par le dialogue, par la sensibilisation des supporters. Ce n'est pas évident, mais comme je dis toujours, dans chaque groupe, il y a toujours des énergumènes incontrôlables qui sont là et parfois qui gâchent la fête. Donc ça ne doit pas nous décourager. On doit continuer encore à nous battre parce que notre football le mérite. Le travail que nous, présidents, faisons le mérite aussi. Et donc voilà, donc au Stade de Mbour, j'ai la chance peut-être d'avoir des supporters qui m'écoutent. Parce que nous savions qu'avant, il y avait eu beaucoup de ces genres de cas. Moi, je leur parle, on fait des réunions. Je leur ai expliqué que le travail que nous sommes en train de faire, il ne faut pas qu'ils le gâchent par des attitudes qu'on ne pourra pas défendre. Et qu'il ne faut pas que je puisse perdre la face devant mes autres collègues présidents. Et que quand, en même temps, je suis le vice-président de la Ligue chargée de tout ce qui est fair play. Et donc, c'est important. Je ne peux pas aller à une réunion, entendre tous les autres présidents parler du cas de violence à Hambourg. Et que ça ne m'honore pas. Et que si vous voulez vraiment que je continue à être à vos côtés, à continuer le travail qui est un travail dur, à long terme, donc il faudrait quand même
qu'on change nos mentalités et que nous devenons responsables. Et chaque fois que je leur parle, moi je suis satisfait. Et je pense qu'il ne faut pas aussi qu'on dorme sur nos lauriers en pensant que c'est un acquis. Parce qu'il suffit seulement parfois d'une erreur d'arbitrage. Pour moi, j'ai toujours dit que on parle toujours d'arbitrage. Parfois, l'arbitrage devient le déclic. C'est celui qui met l'huile sur le feu. Et parfois, ce n'est pas parce qu'ils sont avec une équipe ou une autre, non. C'est seulement parce que c'est des erreurs humaines. Et parfois, mais quand ça tombe sur vous, vous n'êtes pas aussi compréhensif que cela. Mais il y a tout un ensemble qui concorde vraiment à cette violence-là. Maintenant, il faut qu'on reste conscient et déterminé. Tout à fait. Alors, Président, il avait été question à un moment donné d'introduire des stagiaires. Des jeunes ont été formés et depuis la formation et la remise de diplôme, ces jeunes ont disparu de la circulation. Qu'en est-il réellement? Non, mais je pense que parfois, il faudrait qu'on pose encore la question à la Ligue. Parce que ce sont des expériences à continuer, à tenter. J'ai déjà vu ça avec le stade de Ngor. Ngor, ils font cet effort-là. J'ai vu des stadiers qui sont là, dos au jeu, et qui s'occupent que seulement de regarder les supporters, de les calmer, de gérer tout cela. Et je pense que ça crée des emplois. Et en même temps, ça contribue aussi à l'apaisement général. Mais je pense que... Et après, il faut les moyens. J'imagine que ces stadiers ne sont pas forcément des volontaires. Donc, quelque part aussi, il faut avoir les moyens pour les payer. On sait que déjà, la Ligue a des difficultés pour payer ses arbitres. Donc, c'est peut-être pour ça que ça tape. Peut-être l'enlever sur les recettes du match. Nous, on a la chance d'avoir des supporters qui viennent au stade. Et je pense que les frais pourraient être tirés de là. Ça veut dire que les charges peuvent sortir de... Ça vous dirait de servir de cobaye à la Ligue pour ça? Je ne dirais pas cobaye, mais ça veut dire de pilote. Voilà, de pilote, voilà. Façon pilote, voilà. Donc, comme je dis, le stade de Meaux pourrait être le test pilote pour les autres. Il n'y a pas de problème et je suis prêt à le faire. Très bien. Alors, avant de retourner à Mbour-Malal, on va aller au stade Demba Diop. Au stade Demba Diop, Mme Fatou, vous l'avez dit, donc à Demba Diop, on a joué et c'est le Jaraaf qui recevait le port de Dakar là-bas. Les Jaraafman ont réussi à battre donc l'équipe du port sur la marque de 3 buts à 1. Voilà. L'AS Douane également a joué, score 0 but partout. C'était donc cela, Mme Fatou. Et au niveau des autres matchs également, je pense qu'on va y revenir. Tout à fait. On va écouter les réactions des deux entraîneurs, du Jaraaf et du Port. Il s'agit donc de Amadou Diop et de Malik Daf qui s'expriment à l'issue de cette victoire du Jaraaf sur le Port 3 buts à 1. C'est notre problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est pour la première fois qu'ils jouent le championnat sénégalais. Pendant tout le championnat que nous avons joué, du début jusqu'à la fin, on maîtrise tous nos matchs, mais en fin de compte, on fait des erreurs. Et les erreurs se paient cash, c'est ça le football. Il n'y a pas de détails, les détails n'existent pas en football. La concentration doit être de rigueur de la première à la 95e minute. C'est comme ça, il y a des erreurs, il y a des buts, il faut l'accepter. La logique du match fait que le Jaraaf a gagné 3 buts à 1. Le score ne reflète pas la partie, mais il faut être lucide. C'est des jeunes encore. C'est vrai que vraiment, on a voulu gagner ce match pour avoir la chance encore de rester dans l'aide. Mais je sais que ça va être difficile, mais pas impossible. Félicitations aux joueurs parce qu'il y avait eu toute une pression derrière. Mais l'équipe du Port n'a pas démérité parce qu'ils nous ont tenu tête. Ils nous ont même donné des frayeurs. Mais c'est ça le foot. Donc on prend aujourd'hui 3 points précieux qui vont nous faciliter le reste du parcours. Voilà donc le Jaraaf qui s'éloigne évidemment de la zone de relégation. Alors Lamine, c'est un championnat plutôt serré où on voit qu'une équipe par exemple comme le Casa s'est retrouvée pratiquement 4e et là lutte pour le maintien, ça va très vite d'un match à un autre. Comment vous l'expliquez? Parce que toutes les équipes se valent en ce moment. Dans ce championnat sénégalais. Donc il n'y a pas de joueur vraiment extraordinaire capable de mener une équipe vers des victoires. Vous comprenez? Il n'y a pas ces génies qui font la différence dans le football. Donc ils ont à peu près tous le même niveau. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se battent pour soit ne pas descendre, soit pour être champion. Mais aussi, il y a certains entraîneurs qui ont compris cela. Et à l'image d'Al-Ousseynou Sène, qui est vraiment génial comme entraîneur. Moi c'est pas pour lui faire ses éloges, mais on l'a observé quand il avait les os. Tout à fait. Et c'était là où la Jeanne d'Arc était très grande. Et
Ousseynou arrivait à battre ses entraîneurs. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il est en train de faire un grand travail au Stade de Mbour et je le félicite. Merci Lamine d'anticiper sur nos sujets. Non, mais en attendant, par exemple, prenons le cas du Port, par exemple, qui l'année dernière a fait une bonne saison pour sa première année en Ligue 1, qui cette année par contre est vraiment la lanterne rouge et n'arrive pas à se relever de cette multiplication de défaites. Bah, écoutez, il y a tellement de joueurs qui sont partis au Port. Et aujourd'hui, on a vu l'effet Malik Daf, qui est parti en équipe nationale, qui n'a pas eu tout le temps pour recadrer son équipe. Il arrive un peu tard où l'équipe était en baisse. Il essaie, mais c'est des joueurs qui n'ont pas tous eu à jouer dans le championnat ou qui n'ont pas tous eu à un haut niveau. Aujourd'hui, Malik fait tout pour essayer de ramener cette équipe, mais la preuve est qu'il y a des équipes qui sont déjà très loin, qui l'ont dépassé et qui déroulent bien parce que leur entraîneur avait un groupe vrai homogène avec qui ils ont travaillé. Malik, qui a eu à faire de belles choses avec le Port. On sait que si le Port a été champion ou si le Port a gagné une Coupe du Sénégal, c'est grâce à Malik Daf. Mais l'effet de l'équipe nationale a fait que Malik n'a pas eu le temps de travailler. Et moi, je sais que j'ai eu à parler à certains de ces joueurs qui se disent notre coach nous a manqué. Tout à fait. Mais vous avez dit tout à l'heure, Lamine, l'absence de génie dans le collectif des équipes professionnelles. Comment expliquer un peu un championnat national professionnel avec des équipes qui n'ont pas de joueurs capables de tirer le train quand ça va mal? Bah, écoutez, je pense que c'est parce que la base a été délaissée. Et ça, j'aimerais bien qu'on y revienne parce que une fois... C'est l'occasion. C'est l'occasion d'y revenir parce que en réunion de comité exécutif, j'ai proposé qu'on fasse un concept... Comité exécutif de la Ligue. De la Ligue amateur, qu'on fasse un concept pour qu'il y ait des championnats du football de jeunes dans tout le Sénégal. Et ce concept, on est en train de travailler avec Yorossar de la Ligue de Dakar pour que tous les jeunes puissent compétir partout au Sénégal. Et peut-être qu'en faisant ces compétitions, là, on pourra travailler pour chercher ce meneur de jeu capable de lire, d'interpréter, et de pouvoir coder et décoder son partenaire ou son adversaire, le joueur qui serait capable de lire dans une défense montante ou dans les profondeurs pour donner des passes, des attaquants qui savent lire. Là, on sent, c'est un technicien, quelqu'un qui a joué au football et qui connaît les bases du football qui parle. Mais est-ce que ces bases-là, dont aujourd'hui vous détenez les savoirs, ont été transmises aux jeunes générations? Mais écoutez, vous voyez une équipe comme la Jeanne d'Arc de Dakar, qui aujourd'hui se trouve dans les bas-fonds du football sénégalais, son plus fort, c'était la base. Les juniors de la Jeanne d'Arc accédaient en équipe première alors qu'ils n'étaient pas encore seniors. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y avait ce travail. Et puis, il y avait un championnat qui était suivi aussi. Et ces jeunes aussi étaient à l'UASU. L'UASU dont parlait la semaine dernière Momar Mbaye, président de la Fédération. Nous tous, on a joué à l'UASU. Nous tous, on est passé par les Navetan. Et c'est des écoles. C'est des écoles. L'UASU, un élève, il faisait ses cours avant d'aller à l'entraînement. Très bien. Donc, il pouvait interpréter quelque chose dans un terrain de football. Mais en ce moment, ce qui fait que le foot sénégalais est un peu en rade, c'est parce que ces jeunes qui allaient à l'école, qui faisaient du football, c'est rare qu'on en trouve maintenant. Très bien. Merci Lamine. Alors on va continuer justement à revoir bien sûr les faits marquants de cette Ligue 1. Surtout retenir que Diambar, Niary Tally et Stade de Mbour se tiennent en un point. C'est bien sûr le haut du tableau. Les hommes de Boubacar Gadiaga ont ramené un point de leur déplacement à Saint-Louis devant la Linguère. Idem pour NGB qui a partagé les points avec la Cinéor de Diourbel. Alors, le Stade de Mbour, on y arrive, deuxième au classement, a ramené donc un point de son déplacement de l'AS Douane. À l'AS Douane, ici au Stade Demba Diop, les Mbouristes solistes de deuxième avec le même nombre de points que Diambar. Ils réalisent une deuxième partie de parcours sans faute avec à leur tête Al Ousseynou Sène, un passé de footballeur, un parcours sur les bancs de touche, ponctué de résultats qui en font un des meilleurs entraîneurs sénégalais sur place, travailleur, passionné. L'homme gagne des galons avec chaque club qu'il prend en main. C'est d'abord avec l'US Ouakam, son club natal, qu'il a gagné son premier titre de champion du Sénégal. Le portrait d'Al Ousseynou Sène réalisé par Mamadou Ndiaye et Mbaye Diouf. Toujours debout à l'image de son équipe, Al Ousseynou Sène a un parcours remarquable.
Ancien international et vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2006, Al Ousseynou Sène a fait ses premiers pas de footballeur à Ouakam, son village natal. Ici, tout le monde reconnaît la détermination et la passion de l'homme. Ousseynou particulièrement, alors aussi il joue au football, il aime le football, c'est un passionné de football. Donc une passion que je partage avec eux. Ils sont des gosses qui aimaient gagner. Hein? Ils avaient peur de perdre. Ils ne voulaient pas du tout perdre. Ils sont des gagnants. En 87, moom moo yéegal Ouakam mu ngi nekkoon deuxième division moom si ñi ko yéegal la bokk boobu mu ngi doog a yéeg Ouakam nekk deuxième division moom mu yéeg à Zimoom à Zem ñoom ñoo yéegal Ouakam. Un footballeur qui est au milieu du terrain. À travers ce qu'il fait en train de faire, il montre déjà, on sent tout de suite quel entraîneur il pourrait être. Après avoir raccroché les crampons, l'homme choisit de devenir entraîneur. Il s'assoit d'abord sur le banc de son village natal, Ouakam, avec lequel il devient champion du Sénégal en 2011. L'homme s'aguerrit au fil des années et développe son propre style. Depuis 1997, le président Blaise Diagne de Ouakam m'a confié l'équipe de Ouakam. J'étais entraîneur-joueur. Depuis ce moment, je suis entraîneur. Et puis depuis 1999, je suis titulaire de l'équipe de l'Union sportive de Ouakam. C'est un entraîneur qui a 10 kilos sur le plan footballistique. C'est un entraîneur offensif. Il n'attend jamais les équipes. Donc il a souvent un système de 4-4-2. Donc il fait mal aux équipes adverses. Pour confirmer sa belle dynamique, en 2013 et 2014, Al Ousseynou Sène réussit à faire monter la Sunéor de Diourbel en Ligue 1, après 4 longues années en division inférieure. Le secret, c'est le travail. Et puis avoir la confiance des dirigeants, avoir la confiance des joueurs et des collaborateurs. Après la Sunéor de Diourbel, Al Ousseynou Sène s'engage en février 2014 avec le Stade de Mbour, un monsieur qui débarque avec sa philosophie de jeu. Le président du club adhère et lui apporte son soutien. Le Stade de Mbour a la chance cette année d'avoir, ces 2 dernières années, d'avoir un grand entraîneur, un meneur d'hommes, un gestionnaire d'hommes, et un sociologue, ça veut dire qui est aussi un psychologue en même temps. L'homme est certes rigoureux et perfectionniste, mais il traîne quelques défauts. Il prend trop de risques. Ça veut dire que lui, quand il va quelque part, il sait pour gagner. Donc peut-être que ça, c'est le défaut. L'autre défaut, c'est pas un défaut, ça veut dire c'est normal. C'est que quand tu es un homme de qualité, tu as un grand cœur. Et parfois, c'est ça qui fait que, comme il a des jeunes, il ne veut pas que les jeunes soient... il ne veut pas laisser des gens sur la route. Et parfois, dans la gestion d'un groupe, parfois, il faut savoir laisser des gens sur la route. Le Stade de Mbour en pole position dans le championnat, à 7 journées de la fin. Et pourtant, Al Ousseynou Sène refuse de se projeter plus loin que le maintien dans l'élite du football professionnel. Pour la première phase, je dis non, parce qu'on joue toujours le maintien. L'équipe est en bonne voie, on monte en puissance. Ce qui nous manquait à début de saison, actuellement, c'est d'être costaud à l'extérieur, de jouer avec beaucoup de rigueur. L'équipe a grandi comme ça, on va continuer de jouer tout le temps le maintien. Un bon entraîneur, les résultats à la tête des différents clubs tente à le prouver. L'homme porte Ouakam dans son cœur et espère bien renouer avec le club de son village natal. Mais comme disait l'autre, nul n'est prophète chez soi. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec cet entraîneur, c'est parce que justement on se rend compte qu'à chaque fois qu'il va dans un club quand même, il arrive à tirer ce club vers le haut. Alors, ce qui nous fait un peu sourire sur ce plateau, c'est quand on entend Al Ousseynou dire que justement il joue le maintien. Mais c'est quel maintien? Le maintien d'en haut ou d'en bas? Oui, le maintien d'en haut. Parce que nous sommes en haut, et donc nous avons intérêt à y rester. là-bas. Mais avec toute modestie, voilà quoi. Donc c'est important. Toute la modestie qui sied en ce moment là, de savoir que c'est pas évident, que nous sommes à côté de grands clubs. Et là, j'aimerais bien revenir sur un point. Quand j'ai entendu coach là dire qu'il n'y a pas de génie ou bien qu'il n'y a pas de qualité, moi je pense qu'au contraire, qu'il y a un nivellement vers le haut qui fait que maintenant le championnat est devenu difficile. Tous les présidents font l'effort du professionnalisme. Les joueurs s'entraînent maintenant et même commencent à observer une certaine rigueur dans la gestion même de leur quotidien, ça veut dire de leur santé, de leur hygiène de vie. Et ça c'est important, parce que maintenant, avec la multiplication des terrains synthétiques,
le jeu est devenu technique. Les joueurs physiques... Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui se passe peut-être dans votre contrée, à Hambourg? Parce qu'à Dakar, les équipes ont du mal à trouver des terrains où s'entraîner. Hein. D'ailleurs, ils sont tout le temps sur le sable. Président, quand vous me parlez de technique, moi je vous dis, les générations qui sont passées sont 20 fois plus techniques que ces générations. Ils ont beaucoup plus de génie. Mais technico-tactique. Technico-tactique. Parce que maintenant le football est devenu plus tactique. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Président, même si le football est plus calculatrice, même si le football va plus vite, ce génie dont je parle, c'est ce joueur capable d'interpréter un déplacement. Sur une action, créer la différence sur une action. 1, 2, 3, cette double accélération n'existe plus, c'est les joueurs. Si vous me parlez de joueurs qui suivent vraiment un régime, les joueurs avant... Mais il faut venir au stade de Mbour. Donc peut-être au stade de Mbour. Gandoba, il fait ce genre d'accélération. En fait, on l'a vu, on a encore ces joueurs là. Non, on revient au problème des infrastructures. À Mbour, vous n'êtes pas confronté au même problème que ceux de Dakar. À Demba Diop, vous y allez de 8h du matin jusqu'à 13h, vous voyez défiler les équipes professionnelles qui viennent s'entraîner pour 1 heure de temps. En 1 heure, un entraîneur n'a pas le temps de mettre en place des ateliers, de corriger les défauts d'un joueur. Vous, à Hambourg, vous avez peut-être un terrain à votre disposition, donc vous pouvez travailler sur ça. Mais est-ce que c'est le problème des infrastructures ou bien la floraison d'équipes? Ça veut dire qu'il y a trop d'équipes aussi, peut-être. Quand on n'a pas de terrain, on en Ligue 1. Il y a combien d'équipes en Ligue 1 quand vous allez... Il y en a beaucoup. Toujours comparé à Dakar. Il y en a beaucoup à Dakar. Oui, à Dakar, oui. Quand vous allez dans certains pays comme l'Angleterre... Peut-être que vous n'étiez pas là. Oui, allez-y. Mais le stade de Mbour recevait sur un terrain sablonneux. Sablonneux, oui. Et nous, on arrivait à jouer sur ce terrain sablonneux, techniquement, sans rater de passe, sans rien faire. Quand on allait en Coupe d'Afrique et qu'on nous donnait le stade Demba Diop, c'était de la joie. Et on y faisait ce qu'on voulait par rapport à la technicité. Maintenant, cette technique dont je parle, du joueur de pouvoir jouer à une première intention, de pouvoir jouer à une touche de balle, de se relayer. Cette technique n'existe pas. Peut-être que Al-Hussein Hussein l'amène à Hambourg, ou Djambar qui est en train de le faire, mais la majeure partie des équipes ne le font pas. Les joueurs ont un peu de carence technique. C'est le travail à la base. C'est le travail à la base. C'est un vrai débat. Finalement, vous n'avez pas du tout la même perception. Non, mais pourtant, mais c'est toujours le retour à la base. Si vous vous rappelez, quand je voulais être président de la fédération, je disais que il faut retourner à la base. Il faut retourner à la base. Ça veut dire qu'il y a certains principes de base qu'on doit inculquer aux joueurs pour pouvoir. C'est comme la langue française. C'est que parfois je vois des jeunes maintenant, quand ils écrivent, on a l'impression qu'ils peuvent être en CM2, mais les fautes qu'ils sont en train de commettre, moi ça m'horripile, quoi. Je me dis, mais c'est grave. C'est parce qu'ils ne lisent pas beaucoup, parce que l'orthographe, la grammaire, ils ne font plus ces choses-là. Et donc, ils ont raté quelque chose à la base. Et pour moi, c'est ça qu'il faudrait. Il faut qu'on revienne à la base. Et après, ne pas se presser. Les résultats viennent avec le travail. Moi, je suis quelqu'un de très... Vous avez une question, Président. Oui, mais avant cette question même, est-ce qu'il s'attendait à ce que la mayonnaise prenne aussi vite par rapport à Al-Ousseynou? Parce que quand même, on a fait un long portrait sur le monsieur. C'est vrai que vous avez cité ses qualités et ses défauts. Mais aujourd'hui, quand même, grâce à lui, en tout cas au travail de votre groupe, vous êtes 2e au classement. Est-ce que vous attendiez à une telle réussite aussi rapide? C'est dommage que parfois, quand on est dans les régions, que les médias ne nous suivent pas. Mais si vous regardez... Une chaîne de télé. Voilà, non, mais c'est quand nous avons pris le stade de Mbour en main, ça veut dire nous, avec les actuels dirigeants. En Ligue 2. En Ligue 2. Je leur avais promis qu'en 3 ans, je comptais, avec mon équipe, faire monter l'équipe. Faire monter l'accès en division 1, d'accord? Quand on a fait ça, je leur avais dit qu'il nous faut du temps, encore 2 à 3 autres d'autres années, pour pouvoir quand même arriver à faire partie du lot, ça veut dire ceux qui sont en haut. Et le travail que je leur ai dit toujours, c'est que dans le foot, pour moi, il n'y a pas que le côté sportif, il y a aussi le côté environnemental, ça veut dire tout ce qui est... je veux dire, pour forger, ça veut dire forger le joueur pour en faire un homme. Parce que moi, je ne suis pas un sportif normal, je suis un chef d'entreprise. Donc quand je raisonne tout le tour, je regarde, ça veut dire l'environnement du joueur. Si le joueur n'est pas dans de bonnes conditions, prenons mon entraîneur, le cas de mon entraîneur.
Mon entraîneur, quand il est venu, je sais que je m'étais séparé de beaucoup d'entraîneurs. Il pouvait quand même avoir un peu d'inquiétude quand d'appréhension. Quand je suis venu, je lui ai dit que coach, j'ai dit que je suis prêt à t'accompagner, à mourir avec toi. Mais à condition que tu me permettes de pouvoir placer un mot et de pouvoir faire des critiques. Et par contre, le dernier mot vous revient. Et il a cette façon de me laisser lui dire ce que je pense. Et je le dis avec beaucoup de doigté parce que c'est lui le technicien. Moi, j'ai un œil peut-être qui est beaucoup plus, je veux dire, léger. Mais quand même, nous connaissons le football avec beaucoup de médecins. Nous connaissons parce que nous aimons cela, nous ne faisons que cela. Donc, et ça, c'est une façon de gérer. Je lui dis que prends des risques, on en parle, et je vois, il m'explique, je comprends, je lui dis que même si on perd, on est à 100% ensemble. L'année prochaine, on est ensemble. Très bien. Et pour moi, cette confiance-là, elle est primordiale. Elle est importante. Et tous les mardis, on est chez nous, tranquille. Et je le redis. Et ça, c'est important. Quand vous dites en on famille. est chez nous, chez moi, je les invite. Les joueurs, le staff. Non, le staff technique. Je les invite dans mon intimité, avec mon épouse, à la maison. Et mon épouse prend soin d'eux. C'est très important. non, pour leur montrer seulement que nous sommes une famille avant tout. Et avec vos joueurs, vous faites quoi? Les joueurs, ils me disent que moi je suis leur petit. Justement, j'allais demander. Cette ambiance-là, est importante. C'est un président comme Nasser Al-Khalifa qui est toujours là à embrasser ses joueurs dans les vestiaires, qui les appelle au téléphone, ou vous avez quand même un peu plus de distance, on ne va pas la répondre. Il n'y a pas de distance, entre mes joueurs. Au contraire, j'aimerais bien avoir cette distance-là. Parce que finalement, ils me fatiguent. Pour vous dire seulement, non, c'est que c'est des jeunes, c'est mes petits frères. Je leur montre du respect. Et je sais que parfois je leur demande, mais c'est quoi qu'est-ce qui vous manque pour faire ce petit pas de plus, pour pouvoir arriver à cela. Et on en discute par rapport, on essaie de mettre les moyens. Parfois aussi, je vois qu'il y a un joueur qui n'est pas bien dans sa peau, je le sens. Parfois, il peut y avoir des problèmes familiaux. Et on en parle. Et ça, c'est important. C'est une gestion familiale. Nous, les joueurs, on a 15 joueurs qu'on a mis dans une... On a loué une villa. Et ils ont leur cuisinier. Tous les jours, nous sommes là-bas. Et ces joueurs-là, ils sont en famille. Très bien. Et ça, c'est important. C'est ceux qui sont venus des autres régions, quoi. Et ça, c'est important. Et pour moi, c'est... Alors, la question, pourquoi le Stade de Mbour n'a pas une boutique qui vendrait les maillots du club et bon, les maillots d'autres clubs, certainement. Qu'est-ce que vous répondez? Je pense qu'il est en train d'anticiper parce que nous, normalement, dans 15 jours, il y aura des maillots qu'on a commandés qui seront là. Et qui seront... Donc, c'est la deuxième phase. Ça veut dire, je l'avais dit que maintenant le mécénat, ça va être très dur pour les présidents. Et le président qui ne pense pas à avoir une autonomie financière va avoir des problèmes un jour ou l'autre. Parce que je pense que les ressources ne sont pas du tout... voilà. Alors, ce qui m'amène à poser d'ailleurs une autre question. Est-ce que c'est difficile, j'imagine que c'est difficile d'être président de club, surtout dans un pays comme le Sénégal. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre le doigt sur ces difficultés-là? C'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que financièrement, les gens vous regardent faire tout. Vous n'avez pas d'actionnaire qui cotise, comme le stipule les cahiers de charges? Non, pas d'actionnaire, mais c'est forcément... nous avons un comité directeur qui cotise, mais pas forcément des actionnaires comme dans la SA. Dans la SA, chez nous, c'est le Stade de Mbour qui a les pleins pouvoirs. Je n'ai pas voulu prendre de part, moi. Donc, je ne l'ai pas fait pour prendre des parts, je ne suis pas venu pour gagner de l'argent dans le foot. Moi, je prends mon argent parce que je me dis que j'ai de la chance, je veux dire, d'avoir un travail qui me permet de le faire. J'aime ma ville. J'aime ce club-là. Ça veut dire que je leur ai dit, si je dois vendre ma maison pour le faire, je le ferai. Et si je me trouve sans un sou et que j'ai l'amour de ma population, ça me suffit par rapport à cela. Ça veut dire que ça devient de la folie. Mais les gens me disent que je suis fou. Et c'est de la folie parce que je prive ma famille. Je me prive. Mais président, c'est du mécénat encore. Mais l'objectif, ça veut dire, c'est un début. Il faut quelqu'un. Ça veut dire, parfois, il faut d'abord quelqu'un qui arrive à la racine d'abord comme ça. Mais par contre, pas éternellement, mais en ayant une vision à court terme, ou bien, je dirais à moyen terme, d'aller vers le professionnalisme, ça veut dire économique. D'abord, parce que, et là, je voudrais permettez-moi de parler un peu de nos projets. Et là, actuellement, le Stade de Mbour
est en train d'acquérir avec la mairie de Malicounda donc 8 hectares pour avoir son centre de formation. Et ça, c'est important. Et donc, je voudrais en profiter pour remercier et le maire de Malicounda et les conseillers municipaux qui ont compris que le Stade de Mbour est un club départemental qui a été créé par Demba Diop en 1959 et par Léopold Sédar Senghor. Donc, il n'appartient pas à Mbour, le Stade de Mbour. Il a un statut départemental. Et donc, ils ont compris. Et en plus, la mairie voudrait même acquérir des parts. Et il y a aussi la mairie de Saly. Il y a la mairie de Mbour aussi qui nous appuie. Et ça, c'est important. Pourquoi j'en parle? C'est qu'il faut qu'on glisse vers cela. Faut qu'il y ait ça veut une dire vision. que Voilà. à côté du centre de formation, on va aller dans l'agriculture. Ah non, mais parce que je suis obligé d'aller chercher je suis un chef d'entreprise. Il faut que je cherche des moyens pour faire. Là, il y a un de vos supporters qui vous félicite parce qu'il pense qu'avec vous, le Stade de Mbour pourra aller très très loin. Mais moi, je vous ai entendu parler de professionnalisme. Mais ce professionnalisme n'engage pas vraiment les acteurs, Monsieur le Président. Et vous savez très bien que moi, j'ai eu à essayer de créer un syndicat des professionnels du sport, où j'ai eu à contacter M. Djamil Faye, qui est en train de vous contacter vous aussi, pour que vous puissiez faire quelque chose pour ces gosses. Parce que si aujourd'hui on veut que le football sénégalais décolle, il faudrait que ces joueurs, ces pratiquants soient pris en professionnel. Mais un professionnel qui touche une mensualité, qui n'est pas assuré, qui peut-être dans 5 ans ne jouera plus au football et qui après devient chômeur, moi je pense qu'il faudrait vraiment que vous, président de club, comme M. Djamil l'a dit, comme M. Omar Gueye Ndiaye et M. Omar Ndiaye de Yoff, Mathieu Supin, il faudrait que vous vous syndicalisez, que ça s'arrête, que les joueurs, que les footballeurs aient leurs droits, leur statut. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait décoller le foot européen. Est-ce que c'est le bon moment de mettre un syndicat dans un ligue professionnelle qui cherche encore à prendre son envol? Mais écoutez, pourquoi on parle de ligue professionnelle alors? Professionnel, ça veut dire travail. Quand on parle de professionnel, vous êtes professionnel. Journaliste professionnel, vous êtes payé. Si vous n'êtes pas payé, vous ne restez pas là. C'est clair. Alors pourquoi on ne voudrait pas? On parle de Sénégal émergent. Attendons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais les footballeurs sont des Sénégalais. Est-ce que vous avez parlé de cette idée-là aux joueurs, aux pratiquants eux-mêmes? C'est ça. Mais écoutez, depuis 2009, moi j'ai fait le défilé. Une fois, quand on a été au Chili, j'ai pris les gosses, l'équipe nationale locale, je leur ai parlé. Ils m'ont dit, coach, dès qu'on arrive au Sénégal, on vous contacte. Mais ils ont peur. Parce qu'aujourd'hui, ils se syndicalisent. Ils ont peur d'être renvoyés par leur club, qui n'acceptent pas ce professionnel. Les joueurs n'ont pas de contrat. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas. L'équipe est assurée. L'équipe est assurée, oui. Il y a une assurance qui est obligatoire. Oui. Non, ça c'est l'assurance pour le football. Non, mais moi je parle de l'assurance, l'avenir du joueur. Une assurance vie. Une assurance vie, qu'il ait sa retraite. Parce que c'est ça le professionnalisme. Ça veut dire que vous voudriez dire qu'il faut que les équipes quand même cotisent, ça veut dire versent. Et pourtant, mais il y a des feuilles de nous avons des feuilles de salaire et nous versons, donc les équipes le font. Mais les équipes le font, il ne faut pas penser que les équipes ne le font pas. Mais peut-être que vous le faites, mais il y en a. Non, pas forcément le Stade de Mbour, il y a la meilleure partie des équipes qui le font. Aujourd'hui, une convention avec l'État, faciliter la tâche au club. Parce que l'État va payer une moitié. L'équipe va payer une moitié et le gosse. Quand vous payez à un gosse 120 000 francs, c'est le combat. C'est le combat. Aujourd'hui, c'est une chose interne que vous, acteurs du football, devez mener. Mais on est voilà, donc vous allez faire votre part. C'est pour ça que j'ai contacté les présidents de clubs. Et il y a des présidents qui sont vraiment engagés dans cela, comme Djamil Faye, comme le président, comme certains autres, qui veulent que ces gosses-là soient sécurisés. Très bien. Et je pense que si le Sénégal aujourd'hui met ces gosses-là dans cette sécurité, mais ils seront à l'aise pour faire du professionnel. Mais est-ce qu'on pourra le faire? C'est ça le problème. Moi, c'est beaucoup plus Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est le fait qu'après le football, ils n'ont pas de métier. Moi, c'est ça qui me chagrine le plus. Et pour moi, tout le travail réside dans cela. Ça veut dire comment arriver à leur
pendant leur formation, pendant leur moment de leur carrière, allier ça avec une formation, je veux dire, c'est important d'avoir des diplômes, d'avoir un métier, de pouvoir faire autre chose. Et c'est là où se trouve le travail, je pense. Alors, on va avancer un peu avec les résultats de cette 20e journée au complet. Au complet avec la victoire du Jaraaf 3-1 sur l'équipe du Port. À noter également le match nul vierge entre Stade de Mbour et l'AS Douanes, c'était à Dakar. Le Casa a battu l'Olympique de Ngor à Aline Sitoé Diatta 1-0. Sinéor NGB 0 partout. Mbour Petite Côte a perdu face à Wakam 1-0. Et l'équipe de Djambar est allée décrocher le point du nul pour se maintenir en haut du classement face à la Linguère à Saint-Louis. Résultat donc au classement, Djambar et Stade de Mbour sont toujours aux commandes de cette Ligue 1 sénégalaise. C'est les Mbourois qui dirigent, qui décident et qui mènent la danse. Derrière, il y a Niary Tally qui suit avec 32 points. En milieu de classement, on retrouve l'Olympique de Ngor qui est 12e, l'AS Pikine et... Non, c'est en bas de classement ça. Voilà, c'est Ngor, donc, c'est les deux équipes qui étaient en Afrique. Ngor, 12e, l'AS Pikine, champion du Sénégal, vainqueur de la Coupe du Sénégal, 13e. Et le Port, qui a 12 points, moins 19 et qui est 14e. Tout à fait. Sans transition, on va parler à présent de Ligue 2, surtout la Ligue 2 qui n'attire pas les foules et cela depuis fort longtemps. Les affiches sont pourtant nombreuses et parfois alléchantes. Le niveau de jeu presque égal à celui de la Ligue 1 selon les acteurs donc, de cette Ligue 2. Reste que les clubs qui composent cette deuxième division n'ont pas de base affective et à l'image de la Ligue 1, le spectacle n'est pas suffisamment au rendez-vous. Suivons cette introspection sur l'absence d'affluence en Ligue 2. C'est avec Chérif Dia, image Mor Kharma. Je me concentre sur le terrain après le reste mooy loolu quoi mais man terrain bi rek mais pour man bu ëppoon nit ñi ligue professionnelle dina gën a neex. Une affiche, voilà ce qui est sur le papier. Cette rencontre entre la Renaissance de Dakar et Dakar Sacré-Cœur. Et à juste raison, puisque les deux équipes, respectivement 3e et 5e au classement, sont candidates à la remontée en Ligue 1, ce à 7 journées de la fin du championnat. Et pourtant, l'affluence n'était clairement pas au rendez-vous. De la loge officielle à la zone couverte, peu de monde. Que dire de la tribune découverte, déserte? Cette absence de public n'étonne point ceux qui regardent les matchs de Ligue 2. Au niveau ambiance, c'est un peu différent de la Ligue 1. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de supporters. C'est beaucoup plus convivial, familial, des amis qui viennent regarder leurs potes jouer. En deuxième division, ça a toujours été le cas. On commence à voir des matchs avec un petit peu plus de monde. Mais bon, c'est compliqué. En deuxième division, c'est vraiment compliqué. Sur la pelouse du stade Demba Diop, le jeu proposé par les deux équipes n'est pas pour déplaire. Les deux équipes construisent, se cognent parfois à tort, se procurent des occasions. Dakar Sacré-Cœur manque même un penalty en première mi-temps. Bien exécuté par l'international junior Moussa Kouné, mais repoussé magistralement par El Hadj Mansour Kane, le gardien de la Renaissance. Il n'a manqué qu'un but pour concrétiser les belles opportunités des deux équipes. Un état de fait qui pousse les acteurs du foot à parler d'un nivellement entre le championnat d'élite et la deuxième division. La Ligue Pro, c'est la Ligue Pro. Je pense que même les Navetans, on ne voit pas de différence entre le football pro. Parce qu'on trouve des autres Navetans en football pro. Donc je pense que le football est assez unifié. Donc il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de nivellement de valeur. D'habitude, il y a Coupe du Sénégal, Coupe de la Ligue, équipe de Ligue 2, équipe du Sénégal, équipe de Ligue 1 et de Ligue 2. Pour moi, il y a une différence. Beaucoup plus de matchs de Ligue 2 sont plus rythmés que certains matchs de Ligue 1. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus ouvert. Les équipes ont pratiquement toutes un seul objectif, la montée. Je ne tire pas la couverture, mais je pense qu'il y a plusieurs équipes dans ce championnat de Ligue 2 qui rivalisent complètement avec le niveau de la Ligue 1. Moi, je suis très heureux. On vient de voir la première mi-temps de ce match Dakar Sacré-Cœur Renaissance. Franchement, le niveau, c'est tout à fait équivalent à des matchs de Ligue 1. Souvent cloués au pilori, cette fois-ci, les médias ne sont pas pointés du doigt pour expliquer ce manque d'engouement à l'endroit de la Ligue 2. Les informations sont plutôt accessibles, notamment dans la presse écrite. C'est vrai en football amateur qu'en football de Ligue Pro. Et je pense que vraiment les médias couvrent tous les matchs. Parce que si vous allez dans les stades, dans n'importe quelle division, dans n'importe quel secteur de football, tu trouves les médias. Je trouve qu'au niveau de la couverture média, on a quand même une couverture, je vois dans la presse écrite, au niveau télé, on a quand même les principales
les principales maisons de presse, organes de presse, les principaux organes de presse sont présents. Alors que faut-il faire pour que le public s'intéresse plus à l'étage inférieur de ce football professionnel? Les acteurs ne semblent pas vraiment avoir de solution à l'équation. Il est vrai qu'en Ligue 2, les gens doivent beaucoup réfléchir sur la façon vraiment d'attirer le public. Et je pense que le challenge de la Ligue Pro, c'est de faire de telle sorte que tous les matchs soient suivis. Déjà, le travail à la base des clubs, on doit tous faire des efforts pour essayer de se rendre sympathique aux yeux de notre public. Donc nous, on est un jeune club, donc on n'a pas l'histoire, donc on est en train de construire petit à petit les choses par rapport à cela. Mais c'est évident que les clubs ont déjà une part de responsabilité. Remplir les gradins pour les matchs de Ligue 2, un objectif pas simple. Premier obstacle, le manque de base affective pour la plupart des clubs. La réflexion doit être multiple pour se rassurer. La Ligue de football professionnel dira que les divisions inférieures attirent toujours moins de monde, et ce partout dans le monde. Voilà, donc retenez que dans cette Ligue 2, c'est l'US Gorée qui est leader avec 34 points. Les insulaires qui se sont imposés dimanche devant Yego 1-0. Etix est deuxième avec 31 points. Renaissance de Dakar complète le podium avec 29 points. Et Dakar Sacré-Cœur pointe à la 6e place avec 28 points. Donc de la Ligue 2 au national, il n'y a qu'un pas justement que nous allons franchir, Lamine, pour parler un peu aussi de la situation de la GIA. On parle même de rétrogradation là actuellement en National 2. Qu'est-ce qu'il en est? En division régionale, puisque la National 2 n'existera plus l'année prochaine. D'accord. Donc ça nous fait peur. Ça nous fait peur à nous de la gendarme de Dakar. Et puis Mme Fatou, vous savez, tout début dans une entreprise doit être bien fait. Et la Jeanne d'Arc a eu un début vraiment pas bien du tout. C'est-à-dire cette année, cette saison, vous voulez dire? Cette saison, moi, quand je suis arrivé à la Jeanne d'Arc avec Atania et Ablaye Diaw, on a trouvé une équipe qui ne s'est jamais entraînée. Et qui jouait des compétitions. Qui jouait des compétitions. Il est arrivé même une fois, samedi passé, on a parlé, le gardien de but qui me dit, moi, je suis arrivé en retard, on n'était même pas au complet. Et la Jeanne d'Arc qui joue en championnat. Vous vous rendez compte? Donc il y a une démission totale. Il y a une démission totale. Des responsables. Des responsables de tout le monde. Donc la Jeanne d'Arc a perdu 5 matchs d'affilée avec 6-0, 5-0. Alors, parce que les gosses ne s'étaient pas entraînés du tout. La preuve, depuis qu'ils ont commencé à s'entraîner, ils ont eu à gagner 2 fois. Ils ont eu fait un match nul. Ils perdent maintenant moins avec un but d'écart, etc. Mais tout ça, c'est parce que le début n'a pas été vraiment bien fait. Vous pensez la maintenir là où elle est, au moins, pour qu'elle n'ait pas de régional? Écoutez, la maintenir, on va essayer. Parce qu'aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin. On a nos 3 adversaires directs qui peuvent descendre. Parce qu'il y a Cambérène, on est à égalité de points. Il y a Dagana qui a 4 points d'avance sur nous. Donc, comme il y a 2 qui doivent descendre, si on arrive à battre ces 2 équipes, ça veut dire qu'on sera sauvé. Mais aujourd'hui, on a vu qu'au niveau de la Jeanne d'Arc, il y a des personnes qui sont en train de revenir pour soutenir le club, les anciens et tout ça, mais ça ne suffit pas. C'est depuis le début qu'il fallait le faire. Mal est trop profond. Et le mal est tellement profond en ce moment. Moi, je plains ces joueurs qui se battent. Il est arrivé même aux joueurs d'aller jouer sans pour autant manger. C'est pour vous dire comment la Jeanne d'Arc était laissée à elle-même, jouer sans être au complet. Maintenant, il y a du mieux et je sens que cette Jeanne d'Arc pourrait, s'il se sauve, revenir au plus haut niveau du football avec ces gens qui sont derrière. Mais maintenant, est-ce qu'on aura le temps? Est-ce qu'on va le réussir? Mais ça va être très critique. Très bien. Je pense que la Jeanne d'Arc mérite d'ailleurs un focus tout aussi important que, par exemple, celui du Stade de Mbour. Alors, Président, devinez avec qui vous allez jouer en Coupe de la Ligue. Vous êtes au courant? Avec nos frères. Voilà, Mbour Petite Côte. Nos frères de Mbour Petite Côte. D'ailleurs, on se pose la question, pourquoi, quand Mbaye Diouf Dia a pris l'initiative de réunir tous les clubs de Mbour, le Stade de Mbour a décidé de ne pas en faire partie de ce regroupement au niveau des clubs de la Petite Côte? Non, c'est pas. Vous savez, Mbour Petite Côte, il n'y a pas les autres équipes comme vous pensez. Mbour Petite Côte reste seulement le Turekunda qui est là-bas. Il n'y a pas les autres équipes de Mbour qui sont dedans. Ah bon?
vous savez, il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Le Stade de Mbour et l'équipe Fagnon, la maison mère, le Torekunda, Mbour Petite Côte, ils sortent des entrailles du Stade de Mbour. Tous les dirigeants actuels du Torekunda étaient des anciens joueurs depuis la petite catégorie jusqu'au senior du Stade de Mbour. Ce sont même des anciens capitaines du Stade de Mbour. À un moment donné, il y a eu quand même des divergences de vues et qu'avec beaucoup de mérite, certains sont partis prendre une équipe de quartier de Navétane qu'ils ont amené en Ligue 1, gagner une coupe du Sénégal. Et c'est beaucoup de mérite. Ça montre seulement que c'est des grands dirigeants. Et ça, c'est important. Mais quand même, une équipe qui est, comment je pourrais le dire, le Stade de Mbour est un patrimoine, c'est une institution par rapport à cela. Très bien. Donc, et comme je le dis toujours, et je le répéterai toujours, je suis trop petit pour bousculer, changer ces choses-là. Par contre, je lance un appel à tous ceux qui veulent une seule équipe pour Mbour, de revenir au Bercail. Le Stade de Mbour est là pour eux, c'est pour tout le monde. Et je ne vois pas le problème. Donc, Mbour Petite Côte vient se fondre. Non, pas se fondre. Ils reviennent. Ça veut dire le mot de revenir, c'est important. Ça veut dire quand l'enfant prodige, quand on part, on essaie de faire des choses et qu'on rencontre des difficultés. Mbour Petite Côte rencontre des difficultés? Non, je veux dire, tout le monde, même le Stade de Mbour rencontre des difficultés. Les difficultés, on y va. Ça veut dire, vous savez très bien qu'actuellement, pour le président Mbaye Djidja et pour moi-même, c'est très difficile parce que Mbaye Djidja, le président, il met de sa poche. Et ce n'est pas évident pour lui, ce n'est pas évident pour moi. En mutualisant vos forces, ce serait une bonne chose pour tout le monde. Mais il faut le faire avec. Ça veut dire, il y a un processus, ça veut dire, il faut un préalable. Le préalable, ça veut dire, il faut que tout le monde se mette à table. Et qu'on accepte quand même qu'on ne touche pas au vieillard. Le Stade de Mbour, c'est le vieillard. C'est le baobab. Le baobab qui est là. Il faut pas y toucher. Et puis même l'attraction qu'avait le football sénégalais, c'est qu'aujourd'hui, une équipe comme la Jeanne d'Arc de Dakar qui allait à Kaolack devait y rencontrer le Mbossé. Le Mbossé, c'était pour tout Kaolack. La Jeanne d'Arc va à Mbour, rencontre le Stade de Mbour. Le Stade de Mbour, c'est pour tout Mbour. Ils vont à Ziguinchor, c'est le cas. C'est pour ça qu'il veut. Mais maintenant, il y a une pléiade d'équipes. Il y a une pléiade d'équipes qui sont arrivées à un niveau supérieur et qui se disputent. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a des difficultés pour que tout le monde... Il n'y a pas d'équilibre. Si vous regardez au niveau de Mbour, nos matchs du Stade de Mbour, vous regardez qu'il y a plus de 98% de la population qui est avec le Stade de Mbour. La base, vous le regardez. Ça veut dire que le jour où on a joué contre Mbour Petite Côte, on pensait que c'était le Stade de Mbour qui recevait. Mais non, c'est normal, c'est pas forcément pour dire du mal. C'était une réalité. Ça veut dire que la base de la population affective, comme ça, c'est le Stade de Mbour. C'est normal. Est-ce que vous avez fait des démarches pour ramener ceux qui sont partis au Bercail? Eux, ils ont tenté de... Moi, si je le fais, ce serait un manque de respect. C'est comme si je leur disais que vous ne pouvez pas partir tout seul, ou bien ce que vous faites, ce n'est pas bien, alors que ce qu'ils sont en train de faire, voilà, c'est à qui de faire le premier pas. Donc c'est à qui de faire le premier pas. C'est à qui de servir de trait d'union entre vous et ça veut dire qu'ils sont autonomes. Ça veut dire qu'ils ont quitté la maison familiale, parce qu'ils pensaient qu'à un moment, je peux prendre une femme et aller, je veux dire, avoir une propre maison. Mais ça veut dire que le jour où ça ne va pas et qu'ils pensent que finalement, que ça ne vaut pas la peine, mais ils ont toujours... La maison familiale, c'est pour tout le monde. C'est ça que je dis. Mais moi, aller vers eux, leur dire ça, c'est un manque de respect et je ne me permettrai pas. Parce qu'ils sont en train de faire du bon travail. Très bien. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Alors, on va écouter tout de suite le président Saher Seck pour justement évoquer ces affiches de Coupe de la Ligue parmi les rencontres de haute facture. Bien sûr, on le disait tout à l'heure, Mbour Petite Côte contre Stade de Mbour, ça c'est un derby. Dakar Sacré-Cœur contre Diaraf, Ligue 1, Ligue 2. AS Pikine, Casa Sport, là également, c'est un gros choc. Nous allons écouter Saher Seck, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Oui, c'est ce que nous attendions. Une coupe, ce sont les rencontres alléchantes qui en font l'histoire, qui en sont, comme on dit chez nous, le sel et le piment. Et donc, on a notamment un Pikine Casa Sport qui va être une très 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 belle affiche. Mais on a aussi un Gorée-Duc qui va être aussi une belle affiche. On a des oppositions, Ligue 1, Ligue 2. On verra, beaucoup de dirigeants de la Ligue 2 disent qu'il n'y a pas de différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Bon, ben voilà, ce sera l'occasion effectivement de montrer qu'il n'y a pas de différence.
pour montrer qu'il n'y a pas de différence, mais en tout cas, on aura de belles affiches sur le terrain. On va parler à présent de l'ancien international sénégalais Mamadou Diallo, qui a donc été le parrain de la finale du tournoi interclasse de l'école Anne-Marie Javoué. Mamadou Diallo a exhorté les élèves à travailler davantage en classe. Toutefois, il a tenu à leur offrir des maillots, mais également des ballons pour présider cette finale. Il est ici au micro de Mamadou Ndiaye et de Abba Kamara. Je vais encourager d'abord si football bi ñuy def mais li ma leen gën a conseiller que mooy que ñu jàng bi parce que tamit jàng dafa am solo parce que tey boo xoolee système américain bi am dañ lay yóbbu États-Unis mun nañ la fayal sa bourse loo xam ne sa famille ñoo la ko waroon fayal bourse yeex yooyu yëpp américains yi mun nañ la ko fayal mais si lan lañ la koy fayalee résultats yi ngay def si école plus si football bi donc ça veut dire ne football ak jàng ànd na mais aussi tamit li ma leen di gën a conseiller ñu gën a concentré wu si jàng bi parce que pour être professionnel dafa minimum. Donc ñu ñëpp ñoo mun a nekk ay professionnels donc li ma leen di gën a conseillé mooy ñu concentré wu si jàng bi aussi parce que jàng bi bu ñu si concentré wu rek mun nañ am lu ne seen avenir après. Il est passé par là, par l'école. Il a joué les interclasses. C'est pourquoi il est devenu international. Il a monnayé son talent partout, aux États-Unis, en Europe et partout. Il est international, ancien international sénégalais. Moi, je l'ai suivi de très près. Et moi-même qui vous parle, il m'a déjà même donné le maillot du Sénégal, de l'équipe nationale du Sénégal. Donc c'est un grand, je suis content, je le vois à la télé par rapport à ses interventions, par rapport au football. Je suis très content par rapport à ça. Voilà, le football dans les petites catégories. Alors justement, Lamine, en plus de votre actualité avec la Jeanne d'Arc de Dakar, vous avez aussi une actualité avec les plus jeunes. Vous avez une école de football, je crois, qui est au Mariste. Et a priori, vous êtes invité par une autre école de football qui est en France cette fois-ci. Invité par le football club de Istres Rassouen. C'est même pas une école de football, c'est un club. C'est un club et c'est la 28e fois qu'ils font cette invitation de Pentecôte. Donc Dakar Football Club a été invité par cette équipe et je remercie d'avance Ousmane Seck qui est là-bas à Fos-sur-Mer, qui en est l'auteur, Samir de Istres est le président, mais sans oublier aussi certaines personnes qui sont en train de nous aider par rapport aux réservations. Vous avez combien d'élèves par exemple à amener là sur ce tournoi? 12 élèves. 12 élèves, c'est un tournoi de 8. Donc nous sommes arrivés à nous en sortir et on a l'aide de Madame Gay, Patricia Dacosta, de M. Ndiaye, que je remercie, M. Ndiaye de Air Algérie, qui se sont démenés pour nous trouver des places, etc., par rapport à ce voyage. Et surtout, le maire des Maristes qui était en voyage, mais qui va faire quelque chose pour nous, pour que nous puissions y aller vraiment de bonne manière. Et je félicite aussi les parents, parce que les parents, malgré que ce soit difficile, ont mis la main à la poche pour permettre à leurs enfants de participer à ce tournoi. Et ça, moi je dis que c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Merci à vous parents et je pense que les gosses vont représenter le Sénégal. Donc c'est quelque chose qui me va vraiment droit au cœur, qui me fait plaisir. Vous parliez justement de déficit de talent. Est-ce qu'on peut espérer avec ces groupes de jeunes-là avoir des génies qui vont éclairer le jeu de votre école de football? De votre école de football, vous qui étiez ancien joueur, excellent techniquement. Avez-vous déjà détecté un peu cette graine-là? Bon, écoutez, c'est un peu difficile. Nous sommes une école de football. L'école de football, c'est l'apprentissage. Oui, mais il y a des gens qui sont détectés très tôt. Ah, on sait que ce jour-là, il y en a beaucoup. Voilà, par exemple, il y a l'école de football de Yarar qui va au Fos-sur-Mer, là où j'ai vu des gosses qui sont vraiment talentueux. Chez moi aussi, j'ai des jeunes qui sont talentueux. La preuve, on va filmer ce tournoi, on va vous l'amener, vous allez le regarder et peut-être que vous en serez fiers pour le Sénégal. Alors, en tout cas, il y en a un qui fait feu de tout bois. Lui, c'est un Sénégalais qui vit en Angleterre et qui a réussi l'exploit de marquer 3 buts en 2 minutes 56 secondes. Lui, c'est Sadio Mané. Dans le foot européen, il est également question du PSG qui a remporté le titre de champion de France, du Barça qui a remporté